ce sont les élites qui ambitionnent d'être l'essence de la démocratie, même si elles n'ont pas la majorité électorale au Parlement. Donc il y a une dissociation entre ce que l'on pense être l'essence de la démocratie et le régime démocratique qui est fondé sur le Parlement et sur l'élection. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse à la fois politique et géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un thème justement lié de près à la situation intérieure en Israël, dans le triple contexte, j'allais dire, de la guerre qui continue à Gaza, des fortes tensions au nord du pays après la chute de Assad, et aussi des énormes difficultés à pouvoir négocier avec l'organisation totalitaire du Hamas le retour de la centaine d'otages qui avaient été kidnappés le 7 octobre 2023. Alors pour en parler en ligne avec nous, Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes sociologue, philosophe et aussi auteur d'une quarantaine d'ouvrages de pensée juive ces dernières décennies, des pensées juives, d'histoire et d'analyse sur Israël, dont le dernier en date, Le chemin de Jérusalem, a été publié en mars de cette année, en mars 2024, aux éditions Les Provinciales. Alors rentrons dans le vif du sujet de notre entretien. Voilà quelques jours, et même cette semaine encore, l'appareil judiciaire israélien et notamment le parquet ont obligé le Premier ministre actuellement en poste, Benyamin Netanyahou, à comparaître plusieurs jours pendant de longues heures devant le tribunal de district de Tel Aviv dans le cadre des dossiers pour abus de confiance, entre guillemets, et corruption sur lesquels il avait été inculpé il y a plusieurs années. Alors on a assisté au spectacle tout bonnement surréaliste de voir un Premier ministre d'un pays en état de guerre, pas seulement en état de guerre, en guerre ouverte, obligé de s'expliquer sur certaines attitudes ou prétendues manœuvres qu'il aurait initiées, voilà, 5 ou 6 ans, pour s'attirer les faveurs de certains médias. Un acte d'accusation d'ailleurs très en pointillé que le parquet a dû refaire parce qu'il était incomplet. On a donc assisté à ce spectacle, je disais, surréaliste, qu'en pleine guerre au nord et au sud du pays, alors que l'armée israélienne prenait position sur le versant syrien du Golan après la chute d'Assad pour empêcher les milices islamiques de s'approcher de la frontière, on a assisté donc à ce spectacle assez unique en son genre. Comment vous expliquez ça? Ça a été connoté, ça a été commenté dans la presse israélienne, et puis cette farce en quelque sorte continue. Comment une telle chose est-elle possible selon vous dans l'Israël de 2024? En fait, ça fait plusieurs années que cette opération se perpétue. Jusqu'à présent, les actes d'accusation se sont révélés vides, en quelque sorte, et le spectacle qu'on peut avoir de l'extérieur est très troublant. Et il faut comprendre qu'en Israël, il y a une sorte de chasse à l'homme qui se joue depuis plusieurs années envers le Premier ministre, qu'on est décidé à faire tomber d'une façon ou d'une autre, que ce soit la guerre ou pas la guerre. Et cette situation empire aujourd'hui justement dans une atmosphère de guerre avec les puissances arabo-iraniennes qui nous oblige à réfléchir sur la teneur de ces accusations et sur le sens de cette situation. On ne peut être que frappé par l'inanité des accusations, l'excès qui est montré à ce propos face au Premier ministre, que ce soit la guerre ou pas la guerre. Et donc, les derniers développements sont très troublants. On a le sentiment d'une opération menée en fait totalement artificiellement contre le Premier ministre. Et on reste pantois. Je dois avouer qu'on reste pantois devant cette situation. On se demande ce que cela peut provoquer
dans le long terme. Pour l'instant, le Premier ministre, qui, malgré ses succès guerriers, est aujourd'hui exposé à toutes sortes d'avanies, joue le jeu, si l'on peut dire. Il joue le jeu de la justice. Mais c'est justement à ce niveau-là que la question se pose. Parce qu'en fait, nous voyons comment ce débat, cette action se poursuit à travers une sorte de collaboration entre la justice, les médias, une grande partie des médias, certains milieux de l'armée. Il y a manifestement quelque chose qui se passe, qui n'est pas clair, qu'on ne comprend pas vu du dehors. Je voudrais citer à ce propos une étude qui a été faite par le professeur Ephraim Karch, qui s'intitule C'est tout un programme d'Oslo à Be'eri. Be'eri, c'est ce kibbutz qui a été détruit lors des attentats du 7 octobre. Et il est sous-titré Comment l'illusion d'une paix longue depuis 30 ans a conduit au massacre du Hamas le 7 octobre. C'est un travail considérable qui est paru en français sur Internet et qui fait une cinquantaine de pages, qui analyse en fait le syndrome des problèmes politiques israéliens depuis de nombreuses années. Euh, ces manifestations, en fait, rassemblent des éléments juridiques, des éléments journalistiques. Il y a en fait la question qui se pose, c'est comment tout cela est-il possible? Comment justement, en pleine guerre, une demande aussi légère de participer pendant plusieurs jours De au longues débat heures chaque jour. judiciaire? Mhm. Pardon? Oui, et de longues heures chaque jour, 5, 6 ou 7 heures d'affilée pour un Premier ministre qui d'ailleurs doit s'interrompre de temps en temps pour écouter des bilans de sécurité qui lui sont faits par ses aides. Et même on fait rentrer même des enveloppes secrètes où des informations doivent lui parvenir. On a l'impression que c'est un théâtre. Exactement. Et il y a eu aussi des accusations vis-à-vis des accusations d'espionnage pour une personne dans l'entourage du Premier Mais ministre. Bon, j'allais vous dire, Shmuel, justement pour élargir la question, c'est que c'est pas seulement ce procès, enfin ces procès, ces avatars qui tombent vraiment comme par hasard très mal, mais c'est qu'en fait, ces comparutions surréalistes sont entourées de toute une série d'affaires que vous commenciez à évoquer, des affaires de fuite de documents dits secrets qui ont été révélés par les médias, et comme vous le disiez, les médias jouent leur rôle aussi dans cette hallali, ou cette tentative d'hallali contre le Premier ministre. Et on est donc dans un climat où toutes sortes d'affaires font irruption, des scoops de journalistes, des fois non fondés, des fois qui s'avèrent des flocs, et donc des affaires sans consistance juridique, mais qui font, et encore moins pénales d'ailleurs, mais qui font marcher les grands médias israéliens sensationnalistes, et cela crée une atmosphère de défiance vis-à-vis du gouvernement élu d'Israël. C'est quelque chose qui, dans cette intensité, n'accourt que dans l'État hébreu. oui, effectivement, et en quelque sorte, c'est une véritable chasse à l'homme qui se déroule. C'est le sentiment qu'on peut avoir en spectateur. La recherche d'un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire est le Premier ministre. Et donc, il dirige une guerre très importante pour l'avenir d'Israël. La situation est on ne peut plus délicate. Et l'actualité journalistique nous montre en fait cette chasse à l'homme. Je ne vois pas un autre terme qui le concerne, qui vise justement à l'abattre politiquement, à le sortir du jeu politique d'une façon juridique ou journalistique, avec des accusations créées de toutes pièces, ensuite qui s'effondrent. C'est quelque chose de tout à fait inquiétant, je dirais, quand on est citoyen israélien, stupéfiant justement par rapport à
un courant qui se réclame de la démocratie, puisqu'en fait, l'accusation contre Netanyahou court depuis la fameuse année de manifestation contre la réforme juridique. L'accusation consiste à mettre en garde, au nom de la démocratie évidemment, contre l'établissement d'une dictature en Israël, une dictature qui serait fasciste, qui serait coloniale, qui serait etc., etc., et qui serait le danger par excellence, qui constituerait le danger par excellence pour les démocrates israéliens. Une image me reste dans l'esprit. Il y a quelques jours, nous avons vu à la télévision Yair Lapid, qui n'est plus au pouvoir, hurler dans un micro sur une place publique où il parlait, où il faisait un discours, crier: «Nous sommes la majorité. Nous sommes la majorité», mais non, non, la majorité, elle est une majorité électorale, une majorité au Parlement, c'est justement la situation. On tente de faire tomber le gouvernement sous prétexte qu'il est le gouvernement d'une minorité. Alors, les qualificatifs les plus terribles ont été forgés, par exemple, les babouins, les babounim. Les babouins, ce sont les séfarades qui sont accusés de faire partie de cette coalition d'extrême droite, évidemment, fasciste, messianiste. C'est un nouveau qualificatif qui court, qui veulent entraîner l'État d'Israël dans l'obscurantisme et la régression historique, etc. Parce que derrière la question de Netanyahou, il y a ce qui se joue de façon très profonde, qui est justement la tonalité, l'avenir de la politique israélienne, de l'État israélien. Et ce document que je citais montre qu'en fait, cet état de fait est le résultat d'une longue histoire qui commence notamment avec les accords d'Oslo, leur échec, et le fait que la gauche au pouvoir n'a jamais voulu entériner son échec sur ce plan-là. Alors Et justement, donc, il y a ici un essai d'explication très détaillé par Ephraim Karch, qu'on justement, qui peut... montre que l'histoire commence aussi dans les cercles de l'armée, qui n'a pas voulu, en fait, reconnaître la dangerosité de l'ennemi, si l'on peut dire, puisque l'ennemi s'était inscrit dans un contrat de paix, en quelque sorte. Oui, Et une armée qui a été, comment dirais-je, imbibée de l'esprit d'Oslo, puisque le gouvernement de l'époque, Rabin Peres, a fait participer le haut état-major, les officiers supérieurs, à la mise en place des accords d'Oslo. Et on a vu donc des jeunes officiers, plus ou moins jeunes d'ailleurs, prendre en charge l'application des accords d'Oslo, ce qui a commencé à politiser l'armée d'une certaine manière. C'était plus que ça, le concept qu'avait forgé Rabin, il faut les sacrifices pour la paix. les victimes de la paix, oui, c'est cela. C'est tout un programme d'état d'esprit, de conscience, puisque justement c'est la paix, alors on supporte tous les dévoiements de cette paix. Et donc il y a ici une sorte de perspective idéologique qui se met en place, et qui fait que au fur et à mesure de cette histoire, comme Ephraim Karch le montre, la gauche n'est plus au pouvoir, alors qu'elle avait été de façon très profonde mêlée à la création de l'État d'Israël. Elle n'est plus au pouvoir, mais elle n'accepte pas en quelque sorte cette situation. Ce qui nous permet de comprendre le cri de Yair Lapid: nous sommes la majorité. Alors on pourrait... Et là, Oui. Mhm. on voit apparaître des choses très étonnantes sur le plan de la conception de la démocratie, qui sont d'ailleurs à l'œuvre aussi en France ou ailleurs. C'est ceux qui contestent la démocratie, en général, ce ne sont pas les peuples, la populace, si l'on peut dire. Ce sont les élites. Ce sont les élites qui
ambitionnent d'être l'essence de la démocratie, même si elles n'ont pas la majorité électorale au Parlement. Donc il y a une dissociation entre ce que l'on pense être l'essence de la démocratie et, et le régime démocratique qui est fondé sur le Parlement et sur l'élection. Donc en fait, aux yeux de Yair Lapid, si l'on en croit son expression, la majorité, la coalition a la majorité à la Knesset, elle est au pouvoir, mais en quelque sorte, elle serait illégitime au nom de l'esprit de la démocratie. Et c'est là le trouble à ce niveau-là. Il y a un investissement idéologico-politique du concept de démocratie qui contredit la réalité politique et institutionnelle du régime démocratique. Le régime démocratique, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une idée, c'est une structure, une façon de faire apparaître un pouvoir dans le consensus par le Parlement, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a cette double dimension qui se mêle dans cette situation. Mais est-ce que tous ces avatars et ce tableau assez dramatique que l'on dresse là depuis un quart d'heure, est-ce que ce n'est pas au départ les fondements de ces dérives ne reposent pas, entre autres, dans ce qu'on pourrait appeler une ignorance, un mépris, un dédain et finalement, oui, plutôt une ignorance de ce qu'est l'exercice de la souveraineté de l'État hébreu. C'est-à-dire, on est dans un duel très personnalisé, politique, mais qui jette avec l'eau du bain, j'allais dire, le bébé de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté et son exercice? C'est finalement un des problèmes de fond des 7 décennies et demie de la renaissance de l'État hébreu aujourd'hui. Il y a en tout cas un dysfonctionnement du système démocratique israélien, et notamment de la justice. Un des gros problèmes qui se pose depuis quelques années, c'est justement le rôle du conseiller ou de la conseillère juridique du gouvernement, qui est passé d'un rôle de conseiller ou de mise en place, de mise en forme juridique des décisions gouvernementales à un contrôle juridique sur le pouvoir exécutif. C'est des situations ahurissantes à ce niveau-là que une fonctionnaire non élue en impose à un pouvoir élu par les élections démocratiques. Et donc, en fait, systématiquement, la conseillère juridique du gouvernement s'est opposée à toutes les décisions de la coalition au pouvoir, aux nominations Des hauts fonctionnaires et des... oui, des hauts fonctionnaires, la bureaucratie élevée de l'État, de telle sorte que la souveraineté, elle en a pris un sérieux coup. Et donc, sans compter le fait que la Cour suprême est très ambitieuse, elle assume un pouvoir, d'ailleurs, qu'on peut exprimer très facilement à travers un principe d'Aaron Barak qui dit, je le cite, tout est judiciable. Tout est judiciable. Il n'y a pas de limite au champ de l'exercice de la classe juridique, en quelque sorte. Et donc, y compris la souveraineté, y compris le Premier ministre. Il y a ici un conflit d'autorité. D'un côté, un conflit démocratique, puisque c'est la majorité au pouvoir et la majorité électorale, qui se voit contestée, critiquée, etc., par le pouvoir juridique. Alors, tout le problème, c'est de quelle démocratie parle-t-on, justement? Mhm. Un pouvoir juridique, un tribunal, n'existe que parce il s'inscrit dans un État qui rend ses décisions, qui met en œuvre ses décisions. Enlever l'État et donc la souveraineté de l'État, il n'y a plus rien qui tienne à ce niveau-là. Donc, il y a en Israël
Il était question récemment de remettre en scène la réforme juridique. Et donc, je ne sais pas si cela se fera, parce qu'en fait, c'est le prétexte qui a été trouvé pour accuser la coalition au pouvoir d'être une dictature en marche, en quelque sorte. Donc, la, la réforme juridique n'est pas passée. Est-ce que le Likoud va la présenter à nouveau? Il semble que non, parce qu'en fait, ce serait retomber dans une crise terrible, alors que l'environnement ne le permet pas. Mais voilà, donc il faut bien se rendre compte que la démocratie israélienne dont on est si fort, elle est en panne. Elle est en panne, et je Ben, dirais comme la démocratie française. elle est d'autant Parce plus qu'en en fait, ce panne, problème, oui, elle est d'autant plus en panne que on a assisté avant la guerre déclenchée le lendemain du 7 octobre, on a assisté à cinq scrutins électoraux en 39 mois en Israël, ce qui montre que déjà il y a des scrutins qui n'ont pas permis d'y voir clair, et donc il y a là il y a un problème du dysfonctionnement du système, pas seulement démocratique, du système électoral et de la règle du jeu. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on redéfinisse la règle du jeu en Israël pour pouvoir élire, disons, des gouvernements plus stables? Ça, c'est une autre question peut-être qu'on reprendra ensemble. Parce que, il faudrait évidemment s'y confronter, mais je doute fort qu'Israël aujourd'hui ait les ressources morales, politiques pour le faire. bien sûr, Parce qu'en fait, dans tout ce débat, il y a un arrière-fond très inquiétant. D'anciennes personnalités comme Ehud Barak, d'anciens généraux, etc., tiennent des propos qui relèvent du coup d'État. Un appel à la rébellion, un appel à la paralysie de l'armée, des pilotes de ligne, etc. Il y a ici un danger très grand qui est très limité sur le plan sociopolitique, sur le plan de la population, mais qui est très actif et qui est au levier de commande de beaucoup de pouvoirs. bien, Donc, Et contre cela, la Cour suprême ne s'est jamais prononcée. absolument. Écoutez, on Jamais arrive. prononcée. Et quand il y a une incitation à la rébellion, c'est un problème politique qui est posé, ou juridique qui est posé. En tout cas, ce sont des discours discordants qui se font entendre de la part de personnalités qui ont occupé des positions très importantes dans le passé, Et, dans un cadre, absolument. dans le milieu de guerre dans lequel nous nous trouvons. Merci Shmuel Truganou, on arrive au terme de notre temps pour cet entretien. Je vous remercie d'avoir été disponible, je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et rendez-vous pour notre prochain magazine dans 2 semaines. Au revoir et shalom.